Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Je vais répondre à une question qui m'est arrivée dans les messages privés parce que je pense qu'elle peut être d'intérêt public pour tout le monde et je vais en profiter pour faire donc quelques petits rappels sur la démarche structurée de votre apprentissage, celle que vous devez vraiment suivre si vous essayez d'apprendre la stratégie ou si vous êtes déjà en train de le faire, pour déjà éviter de répéter les erreurs communes que je peux voir et puis surtout vous retransmettre la méthode dans la stratégie globale éducative et de refonte du contenu éducatif qui va intervenir cette année. Donc, la première des choses, ça va être de rappeler les bases, à savoir, donc, peu importe où vous en êtes dans l'apprentissage, mais pour ceux qui sont au tout début, il y a une chose essentielle à rappeler tout de suite, c'est l'impossibilité de pratiquer en argent réel de façon immédiate. Je vous dis souvent même qu'il faut attendre plusieurs mois avant de pratiquer en argent réel, parce qu'avant de faire quoi que ce soit, il faut déjà accepter une chose qui est contre-intuitive, enfin en tout cas, qui est plutôt piégeuse, c'est qu'au tout début, quand vous apprenez une stratégie, d'ailleurs que ce soit la mienne ou n'importe laquelle d'autre, la vraie clé du succès, c'est de comprendre que la stratégie en elle-même n'a pas plus de valeur qu'une autre. La seule réalité ici, c'est qu'il y a par contre des stratégies qui ne fonctionneront jamais. Et la seule chose que je peux vous donner comme argument pour trier un petit peu ici le vrai du faux, c'est que les stratégies qui sont simples sont celles qui ne marchent tout simplement pas. La stratégie du ça croise une moyenne, ça fait ci, ça, ou j'apprends une pattern très simple, quand on fait ci, ça et ça, on gagne. Non, mon cul. Voilà, ça c'est Python, c'est pipeau. 15 ans que je vois ce genre de merde circuler à droite, à gauche, tous les trimestres, c'est des nouveaux machins, tous les 3 ans, on renouvelle, il y a l'Ishimoku, il y a le web d'Eliott, le machin, le bidule, et ça circule, et ça se renouvelle, ou ça tourne en boucle. Mais voilà, attention, il y a des stratégies qui fonctionnent, il y a des stratégies qui ne fonctionnent pas. D'accord ? Donc déjà de base, tout ce qui est simple, vous jetez à la poubelle, ça n'existe pas la simplicité dans un environnement complexe. Hein, voilà, c'est la base. On est là pour faire une abstraction d'une situation complètement complexe, complètement même chaotique, hein, pour être honnête, mais cette abstraction statistique, elle passe donc par un modèle généralement d'indicateurs. Donc je vais tout de suite à l'essentiel, les gens qui tradent sans indicateur, bien du courage. Ça s'appelle trader à l'instinct et c'est probablement la chose la pire à faire si vous débutez dans le trading. L'indicateur en soi, c'est pas non plus une baguette magique. C'est pas la baguette magique qui va vous dire quand il faut acheter, quand il faut vendre. Donc là encore, on va bannir tout indicateur qui vous dit où il faut acheter, où il faut vendre. C'est par définition une stratégie simple qui a été mise sous forme de code. Donc, en général, ça ne fonctionnera pas non plus. Donc, ne cherchez ni les solutions simples, ni les solutions délivrées clé en main, avec des signaux d'achat et de vente. Ok, ça, c'est les choses à écarter. Maintenant, pour tout le reste, donc toute stratégie qui a quand même un peu de complexité, il y a pas mal de règles, il y a différents contextes, range, tendance, machin, etc. Bref, ça fait plus d'informations que juste j'achète quand il y a ci, ça et ça. Ça, c'est un peu bidon. Ça s'appelle une pattern au mieux, mais ça s'appelle pas une stratégie. Voilà, donc on apprend une stratégie qui est en général un ensemble de patterns qui vont se produire dans des contextes. Contextes qui, en général, ont plus ou moins de degrés de subjectivité. Et c'est là où il va falloir faire attention, parce que donc il y a, d'autant je vous dis l'extrême de la simplicité, on va vous dire c'est super simple, quand il y a ça et ça, c'est super, vous faites ça et vous gagnez. Ok, bon, mon cul. Et il y a l'autre côté, c'est-à-dire en fait, quand il se passe ce genre de truc, plus ça à peu près ça, et un peu de ci et un peu de ça, mais il faut pas qu'il y ait ça et pas ça non plus. Voilà. Non, en fait, quand on va à l'extrême de la subjectivité, c'est-à-dire en fait les règles ne sont pas définies clairement par des éléments non subjectifs, en fait, on introduit énormément de subjectivité. En gros, moi, quand je vois des gens qui vous disent on achète sur support, oui, mais comment on définit un support ? Quand la tendance est haussière, le support se trouve... Ouais, mais alors, définis une tendance haussière, définis un support de manière intelligible pour un individu qui n'a pas ces notions, qui donc, par définition, au début, sont subjectives. Ok ? Donc, une bonne stratégie, c'est une stratégie qui définit un niveau de subjectivité le plus faible possible, sans aller jusqu'à l'infinie complexité, parce que sinon vous allez surtout vous perdre dedans. On fuit inévitablement la simplicité et le système clé en main, et donc tout ce qui n'est pas ça est forcément bon. Et après, il n'y a pas de meilleur, moins bon, etc. Toutes les stratégies derrière qui sont dans ce juste milieu, on va dire, dans lequel vous devez vous positionner, et peu importe la stratégie. Okay ? L'essentiel ici ne viendra pas du choix de la stratégie, elle viendra de la constance dans son application. C'est-à-dire, derrière, normalement, si vous avez une stratégie qui fonctionne correctement,
avec le moins de degrés de subtilité possible, mais une complexité nécessaire quand même, vous allez en fait faire appel à ce qu'on appelle des statistiques, la loi des grands nombres. C'est-à-dire qu'en réalité, ici, l'espérance de gain, elle ne vient que de la répétition. Mais pas la répétition 20, 30, 40, 50 fois, non, de la répétition de 100, 1000, 10 000 fois, pour être vraiment ici, assuré statistiquement d'avoir un retour sur investissement positif. Et donc, par cet aspect statistique, la première des choses à comprendre, comme on disait, c'est pas une baguette magique. C'est un outil d'abstraction statistique. Quand vous commencez à comprendre qu'une stratégie, et donc les indicateurs qui sous-tendent cette stratégie, ne sont que ça, ce sont des outils de traduction, des dérivés du prix ou du volume, ou peu importe ce qu'on va utiliser comme input pour calculer ces outils-là, ça va construire une abstraction statistique d'un marché qui est par définition imprévisible et chaotique. Okay ? Et ce n'est que par la répétition des règles de la stratégie sur laquelle se basent ces outils que vous arriverez à obtenir un aspect statistique. Cet aspect statistique, c'est au début, en tout cas là comme ça, c'est un argument d'autorité. C'est-à-dire, moi j'arrive ici et je vous dis, ma stratégie, elle a une espérance de gain positive si vous êtes capable d'apprendre ces règles et de les pratiquer. Mais le problème, c'est qu'il y a une énorme asymétrie qui arrive ici. C'est qu'il y a un argument d'autorité. Je vous dis quelque chose et vous devez me croire sur parole. Mais jamais de la vie, ça doit fonctionner comme ça. Donc ici, il y a une loi immédiate qui découle de tout ça, et c'est celle que je vous donnais avant. C'est donc, par définition, littéralement impossible de mettre le moindre euro, ou dollar, ou peu importe, dans l'apprentissage, dans la phase d'apprentissage de cette stratégie. Surtout la phase préliminaire, la phase où, en fait, il y a une nécessité de faire confiance à une personne qui se trouve derrière un écran, dans un endroit du monde que vous connaissez probablement pas, et que cette personne, même si elle a l'air très gentille, très rationnelle, etc., vous ne me connaissez pas. Vous ne pouvez donc jamais me faire confiance, et encore moins avec de l'argent. Par contre, cette confiance, elle doit être donnée au début, mais elle doit être détruite, dans le sens où vous devez neutraliser ce biais-là. Vous ne me faites pas confiance. Vous êtes obligé de me croire au début, mais il va falloir vous prouver à vous-même, de façon statistique, que cette réalité, elle est bien réelle. Ok ? Et comment on fait ça ? Eh bien, ça c'est par la pratique. Donc comme je vous dis, vous êtes souvent nombreux en fait à prendre les indicateurs au début et à chercher un peu le fameux système clé en main. Je vous l'ai dit déjà en introduction, ces indicateurs, ils n'ont pas été faits comme ça. Ce ne sont pas des signaux d'achat et de vente. Ce sont des signaux de déclenchement potentiel de stratégie, à condition que vous les preniez dans un contexte, d'accord ? Et c'est ce que je vous apprends avec le guide de stratégie, comment identifier ces différents contextes, et donc quels sont les signaux que vous allez trader dedans. Il y a différents types de signaux, comme on l'a vu, le range, la tendance, la contre-tendance, les suivis de tendance, etc., etc. Et il va falloir donc apprendre à formaliser ces différentes choses-là. Ici, l'indicateur, il est là pour faire l'abstraction des patterns. C'est-à-dire, comme on l'a dit tout à l'heure, s'il se passe ça, ça, ça et ça, et que la bougie fait tel truc, que le volume fait ci, fait ça, etc. Ça, en fait, c'est ce que j'ai codé pour vous. C'est-à-dire, en fait, toute cette partie-là, elle est derrière, elle a été faite. Toutes les patterns que j'utilise moi pour déclencher mes stratégies, elles ont été codées. Ça veut dire que vous ne connaissez pas mes patterns, mais en fait, on s'en fout. Les patterns, ce sont des conditions booléennes, des conditions qui sont soit remplies, soit pas remplies. Pour ma part, cette chose-là, elle n'a pas vraiment de valeur. Vous pourriez créer des patterns vous-même si vous voulez. Ce qui a de la valeur ici, c'est l'imbrication de ces patterns qui ont été codés pour vous dans un schéma que vous devez apprendre vous par contre. Parce que lui, l'indicateur, il galère à savoir quand est-ce qu'il est en range, quand est-ce qu'il est en tendance. Parce qu'il y a des structures qu'il doit apprendre qui nécessitent un degré de subjectivité que l'algorithme ne peut pas interpréter. Lui, quand il s'agit de dire la moyenne est dans les contextes, oui, mais qu'est-ce qu'on fait quand la moyenne est à l'intérieur des contextes, quand elle est entre deux, d'accord ? Puisque là, théoriquement, on n'est donc ni en range ni en tendance. Là, ça veut dire on commence à rentrer dans des petits degrés de subjectivité que vous, en tant qu'humain, vous êtes extrêmement bon pour gérer assez facilement. Un algo, lui, il sait pas faire. D'accord ? Nous, quand on est dans une situation entre deux, ou proche d'un entre deux, qu'on n'arrive pas à trancher, est-ce que c'est vraiment range, vraiment tendance ? Eh ben, on s'en va, tout simplement. Lui, l'algorithme, si je lui demandais de traiter de façon automatique, il ne saura pas faire la différence. Et il va trader dans des entre-deux qui feront un espèce de carnage le plus total. Donc, c'est là que vous intervenez. Comprendre la stratégie, la contextualisation, derrière l'exécution de la stratégie, en fait, en soi, vous n'en avez rien à faire. Les patterns sont là pour ça. Ok ? Les patterns n'ont pas de réelle valeur, mais elles ont une valeur abstractive qui est qu'elles vous simplifient considérablement un travail de recherche automatique de déclenchement. C'est l'algo qui va faire ça pour vous.
Ok? C'est comme ça maintenant que tout est posé, qu'on va répondre à comment on met ça en pratique. Maintenant qu'on sait ce qu'on a devant les yeux, qu'on arrête d'imaginer que c'est une baguette magique, qu'on arrête de chercher le signal magique d'achat et de vente, mais qu'on comprend qu'on a donc d'un côté un indicateur technique et de l'autre un apprentissage stratégique qui vient guider l'exécution, qui peut être éventuellement automatisée par ces outils, là au moins on travaille sur une base saine. Maintenant la mise en pratique, comme on l'a dit, ça part sur une idée de confiance. Si vous démarrez tout juste, il va falloir me faire confiance. Bon, me faire confiance encore une fois, ça ne doit pas être interminable. Pour moi, il me semble qu'il faut que vous donniez une période dans le temps, il me semble que c'est minimum 3 à 6 mois, puisqu'on l'a dit, l'intérêt c'est d'avoir une vision statistique de l'argument d'autorité que je vous donne au début, qui est « ça marche », mais il va falloir que vous le vérifiez par vous-même, sans jamais mettre un euro. Okay, il va falloir vous faire cette impression statistique, comme on disait, de non pas des dizaines, non pas des centaines, mais des milliers de trades potentiels, pour qu'on ait réellement une forme de confiance statistique élevée que ça fonctionnait réellement, au moins dans le passé. La deuxième étape, ça va être de le confronter au présent. C'est-à-dire de le mettre en application en temps réel, là encore sans mettre un euro. Parce qu'ici, on va se confronter aux biais, les fameux biais d'incertitude et biais d'impatience. Mais ces deux biais, on les aura travaillés. Parce qu'en fait, le biais d'incertitude, vous allez le travailler par la maîtrise des règles. Quand vous savez ce que vous faites, l'incertitude n'a pas réellement sa place. Puisque je dis, si votre stratégie est correctement structurée de manière non subjective, en réalité, ici, l'incertitude n'existe pas. Vous allez la ressentir, mais vous avez les moyens de la rationaliser avec votre cortex préfrontal. En fait, ici, vous allez rationaliser toute cette peur parce que vous avez des règles qui sont nettes et précises, qui vous permettent de savoir quand vous devez trader et quand vous devez tout simplement ne rien faire. Donc, est-ce qu'il y a une action à réaliser, d'accord, ou pas? La fameuse incertitude n'est plus. Elle n'est plus parce que vous avez des règles. Le biais d'incertitude, on l'a réglé. Le biais d'impatience, ça c'est ce que vous allez régler avec les exercices. Comme on l'a dit au début, vous allez vous familiariser en supprimant complètement ce biais, c'est-à-dire en tradant en replay. Quand vous vous mettez en situation de replay, vous allez vous mettre à un moment dans l'historique. Ok, vous allez faire votre analyse de contexte. Face à cette analyse de contexte, vous savez donc quel type de pattern vous allez rechercher pour votre trading. Et après, ces patterns se déclenchent ou ne se déclenchent pas. C'est aussi simple que ça, hein, d'accord? Mais vous savez ce que vous allez rechercher sur ce marché. C'est pas l'inverse. Je vous rappelle, le trading correct, ce n'est pas des gens qui réagissent au marché, ce sont des gens qui analysent le marché et qui vont réagir sous un certain contexte. Ça, c'est vraiment le trading. On sait déjà avant ce qu'on veut, mais on ne sait pas quand on l'obtiendra. Ok? C'est vraiment hyper important. Et donc, dans cette mesure-là, on l'a dit, si on se met en replay, la différence, c'est qu'ici, je contrôle le temps. Je sais ce que je veux. Je ne sais pas si je vais forcément l'avoir tout de suite, mais c'est moi qui contrôle la flèche du temps. Ici, c'est quand même beaucoup plus facile, dans la mesure où ici, rappelez-vous, chaque bougie en mensuel représente un mois d'attente pour un humain normal qui voudrait appliquer cette stratégie avec de l'argent réel. C'est très long, un mois, hein. Bon, évidemment, comme on l'a dit ici, à AWI, on va travailler sur des time frames larges parce que c'est aussi ici que la propreté statistique est la plus élevée. Évidemment, vous, quand vous allez pratiquer après à terme en argent réel et autres, vous allez probablement trader sur des UT un petit peu plus courtes. On va voir ça juste après. Hein, je vais essayer de vous faire une vidéo synthétique, ça va être un peu long, mais vous aurez tout le cheminement de progression qu'il faut tenir. Okay, donc on l'a dit, pour les débutants, commencez sur les gros time frames, on ne met pas un seul euro d'argent, on travaille que en replay, et ici, on vient appliquer la stratégie du prési. D'accord, on apprend dans l'ordre. D'accord, on apprend d'abord à fabriquer le range. Ça veut dire que la première des choses à faire, c'est qu'il faut qu'on ait une preuve des rejets des contextes. Je ne veux pas voir un marché qui s'enfonce dans les contextes. Je ne veux pas de range sur l'UT supérieur. Et après, je me pose simplement la question de savoir si mon range a été précédé d'une tendance, à savoir est-ce que ma moyenne est ou non sortie des contextes. C'est le premier exercice que vous avez à devoir maîtriser. Okay, et à partir de là, vous savez que vous êtes dans un range, si la moyenne est à l'intérieur des contextes. Vous savez si oui ou non vous devez appliquer la troisième borne ou le range neuneux. Et après, vous avez le descriptif des patterns. Okay, la troisième borne, on l'a vu, elle se décline en 3 types de structures. Je vérifie que j'ai pas une troisième borne en retard, sinon la troisième borne n'existe plus en fait. Hein. Elle est en retard, vous l'avez déjà raté. On va pouvoir squeezer les troisièmes bornes, mais si c'est le cas, on a un trade qui émergera de ça par la suite, et où on fabrique la troisième borne classique. D'accord ? Une fois que vous maîtrisez ces 3 environnements, vous pouvez trader les troisièmes bornes. Bon, vous voyez, c'est pas sur un niveau de complexité infalsifiable non plus. On a quelques règles à éviter, évidemment, ici, pour pas rentrer dans des situations dans lesquelles c'est bruyant.
Et après, l'autre pattern, donc le range neuneux, qui se réplique en 2 patterns, qu'il faut aussi, encore une fois, apprendre. Les patterns ont été décrites de manière clairement facile et non subjective, d'accord. Et quand vous avez ces différents éléments, et ben vous appliquez cette fameuse pattern. Ok, vous apprenez à maîtriser le range d'abord. Donc comme on l'a dit, ici on est dans une situation où déjà, vous voyez, ma moyenne elle est à l'intérieur du contexte, mais elle est dans le contexte acheteur. Donc déjà on l'a vu, c'est pas vraiment un range parfait en soi, c'est un range qui a déjà une composante assez haussière, et pas loin d'une tendance haussière. Bon, on n'est clairement pas en tendance, on a dit la tendance c'est vraiment quand on sort des contextes, comme ici, mais là on voit on est un peu entre les deux. Donc déjà on est emmerdé, c'est un range tendanciel, on l'a dit, donc déjà on va faire un petit peu attention ici à trader ça de manière un petit peu plus sereine. C'est-à-dire on se dit déjà c'est pas un environnement totalement neutre, on est sur un environnement neutre qui fait suite à une tendance haussière, donc il y a forcément eu une 3e borne. Et qu'est-ce qu'on a? On a bien le rejet des contextes, on rejette le contexte acheteur, on va chercher le contexte vendeur, on va chercher le contexte acheteur, on le rejette, et se trouve ici la 3e borne. Ok? Ça, c'est un signal de tendance, donc on ne traite absolument pas ce signal-là, mais celui-ci, oui. Ça, c'est un signal de range baissier. Donc ici, clairement, on peut se positionner à la vente dans ce range. Par contre, range vendeur, enfin range tendanciel face à une tendance haussière, ici, on comprend bien qu'on visera jamais grand-chose de très très baissier. Même si l'objectif ici, normalement, c'est d'aller casser le point bas précédent, ici, on va voir que c'est pas nécessairement si facile à faire. Ok, toutes les infos par exemple pour ce type de trade se trouvent ici. Ici vous êtes bien sur une 3e borne qui est de nature tendancielle, d'accord? Donc ici on fait effectivement attention à ce qu'on a à trader. Dans ce signal de type tendanciel, vous voyez que normalement l'objectif c'est d'aller chercher le point bas précédent, etc., etc. Ok? Donc tout est défini, tout est cadré. Ok? Ici, donc on m'a dit cette stratégie, elle se gérerait probablement donc avec un stop loss à peu près par là, avec une validation ici qui est pas loin d'être atteinte et des objectifs plus loin. Ok? L'avantage quand vous pratiquez ça en replay, c'est que on dit vous maîtrisez le temps. Ok? Et voilà, par exemple, cette stratégie, elle aura atteint son objectif. Et ici, on a même le travail d'autres patterns dans l'autre sens. Ici, on a des signaux d'achat de bas de range. Ok ? À voir si on les prend pas, comme on l'a dit. Ici, la stratégie qui s'applique, c'est plus la même. Ici, la stratégie, comme on a plus de 3 bornes, on est à 4, voire plus. Ici, ce qu'on a ici, c'est donc un travail de zone neuneu. D'accord ? C'est-à-dire qu'ici, on dézoome, on revient, d'accord, la 3e borne ayant été passée, à ce stade-là, on est donc sur un range neuneu, d'accord, range avec plus de 4 bornes, nous appliquerons la stratégie neuneu. Bon, voilà, ici, vous laisse lire, vous avez compris, vous allez appliquer borne neuneu, repli neuneu, c'est 2 stratégies qui peuvent fonctionner en alternance, et ce, tant qu'on reste dans le range. On peut rajouter parfois 5, 6, 7, 8 bornes avec cette méthode. Des fois, on finira évidemment par sortir du range, mais on l'a dit, vous, au début, vous n'êtes pas là en train d'essayer de savoir si d'un point de vue stratégique, on va ou non sortir du range, par le haut, par le bas, est-ce qu'on trade les tendances? Non, au début, on apprend déjà à maîtriser son petit cerveau dans l'environnement d'application des ranges. On apprend les fameuses règles, on apprend à les répliquer, à les maîtriser, et on apprend surtout à vérifier qu'elles fonctionnent, en prenant différents actifs sur différents timeframes, et on applique. D'accord? Et on vérifie par soi-même, pas 10 fois. C'est pas, ah ouais, c'est vrai, je l'ai fait 10 fois, ça marche, 7 sur 10, c'est pas mal. Non, non, on le fait des centaines de fois. Des centaines de fois, par série, comme ça, d'une demi-heure, 1 heure, guère plus, mais prenez ce temps-là pour faire ça. En fait, au lieu d'aller papoter sur des canaux stupides pour aller discuter de trucs qui n'ont rien à voir avec votre processus d'apprentissage, puisqu'on l'a dit, dans votre programme, à ce stade-là, votre objectif, c'est de vous convaincre de façon rationnelle que ce que je vous ai donné à la base, un argument d'autorité, est bien réel. Et la seule façon de vous convaincre durablement de ça, c'est de le vérifier statistiquement par vous-même. Statistique, on l'a dit, c'est au moins des centaines d'essais maîtrisés, donc ça demande d'abord de savoir maîtriser, donc de s'assurer que vos essais sont bien corrects. Si vous avez un doute, par exemple, vous avez fait 10, 12, 15 essais, vous avez plus de 50% de taux d'échec. C'est que peut-être il y a un truc que vous avez mal compris. Dans ce cas-là, vous allez dans le Discord et vous discutez avec des gens pour vérifier que vos conditions d'exploitation ont bien été respectées sur les règles. Ok ? C'est hyper important et c'est là que l'entraide elle existe. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait au début apprendre de manière complètement autonome ou éventuellement constituer un petit groupe d'individus pour travailler ensemble. Ici, l'entraide vous aidera clairement à diluer les erreurs potentielles et en plus, ça vous permet de discuter avec des humains. C'est toujours mieux que de se faire chier tout seul. Mais ceux qui veulent travailler en pleine autonomie, allez-y. Ici, l'idée, c'est de s'assurer que le contexte de travail est bien conforme aux règles de la stratégie.
Si c'est le cas, l'étape numéro 2, c'est de le pratiquer suffisamment dans des environnements aussi variés et divers que possible pour pouvoir obtenir la confiance légitime statistique de l'application de ces règles. Ok ? Et une fois que vous avez ça, se produit la troisième étape, ça va être de le pratiquer en temps réel. Et c'est là où vous avez le plus gros problème. Et c'est là que se posait la question de la personne en privé. Je maîtrise bien et tout, j'ai compris, voilà, j'ai appris. Et comment je mets ça en temps réel ? Parce que d'un coup, ça me demande d'aller travailler en 15 minutes, machin, etc. Et en 15 minutes, c'est le chaos. Parce qu'en fait, en 15 minutes, tout d'un coup, je vois bien que tout ce que j'ai appris en hebdo, etc. ne fonctionne plus vraiment. Eh bien si, c'est juste que c'est plus bruyant. D'accord ? Et il faut encore une fois vous assurer juste que vous respectiez les règles. Mais ce que je vous fais là, c'est que le simple fait de basculer sur une unité supérieure peut effectivement changer la nature du marché, parce qu'il est clair, comme je vous le disais, qu'au début, je veux que vous appreniez sur les gros time frames, parce que c'est là que les structures techniques sont les plus propres et les mieux respectées d'un point de vue statistique. Quand on va en 15 minutes, il est clair qu'il y a plein d'autres choses qui influent sur le prix que l'aspect statistique. Il y a aussi, on l'a dit ici, tout ce qui va être catalyseur de marché, etc. Mais pas que. Il y a aussi surtout le fait que parfois, vous allez recevoir les signaux en retard, parce que le marché va bouger de manière beaucoup plus épidermique. Et ça vous casse les couilles. Et ça, je peux le comprendre. Mais il va falloir apprendre à faire avec aussi. Plus vous tradez à court terme, plus la nature des mouvements de marché est effectivement liée à des facteurs qui dépassent largement la structure statistique qu'on essaie d'exploiter. C'est le trade-off. C'est-à-dire que ici, ce que vous apprenez en statistique, ça fonctionne parfaitement, puisque vous l'avez déjà vérifié par vous-même. Il va falloir vous réapproprier ces règles sur les UT de plus court terme. Et en plus de ça, on l'a dit, ici, les biais vont revenir. C'est-à-dire que le biais d'incertitude que vous aviez, et que vous avez supprimé par l'apprentissage et la répétition sur les gros time frames, il revient, puisque vous doutez, en fait. C'est-à-dire, ouais, j'ai vérifié que ça fonctionne en daily, hebdo, machin, mais en 15 minutes, pas vraiment, je sais pas. Et bien, là encore, il va falloir faire ce travail. C'est pour ça que quand vous passez en temps réel, c'est une des erreurs que vous commettez absolument tous, vous voulez directement mettre de l'argent. Ah bah non, moi ce que je vous dis, c'est qu'il faut surtout pas. En fait, d'abord ici, il va falloir refaire votre travail. L'idée ici, ça va pas être d'attendre 1000 trades en temps réel, parce que, on l'a dit, on a déjà fait l'aspect statistique sur les gros time frames. Ici, l'idée, c'est d'adapter ce que vous avez vu et vérifié sur les gros time frames, et de vérifier que ça fonctionne à peu près pareil sur les petits time frames. C'est pas exactement pareil, mais il va falloir là aussi vous en convaincre. Ici, peut-être qu'une centaine de trades en temps réel suffiront. Mais en aucun cas avec de l'argent. D'accord ? Ici, ce que vous faites, c'est que vous introduisez enfin et de plein fouet le biais d'impatience. C'est-à-dire qu'ici, vous allez contextualiser vos marchés, mais il va falloir attendre qu'on vienne chercher les fameuses zones spéculatives qui vous intéressent. Ok ? Parfois, ça va arriver vite, parfois, ça n'arrivera pas vite du tout, parfois, ça ne se produira même pas du tout. Et là encore, il faudra apprendre à faire avec cette impatience. Il va falloir apprendre à vous familiariser avec elle. Et cette étape-là, elle est hyper importante. Et pourtant, je vous vois tous la sauter. D'accord ? Et c'est seulement après ça, quand vous avez retrouvé une confiance dans l'application de cette stratégie à plus court terme, que vous allez pouvoir éventuellement commencer à exposer du capital. Je vous donne les ordres de grandeur, c'est minimum 3 mois. Si vous commencez à foutre du pognon en moins de 3 mois, c'est que ça ne va pas. Mais c'est aussi pour ça que je vous dis qu'avant d'arriver à cette étape, il faut aussi avoir tenu toutes les précédentes. Il faut vous être donné le temps nécessaire pour aller tester tout ça jusqu'au bout. Ok ? Si vous vous engagez dans l'apprentissage, il me semble qu'il faut vous engager à hauteur de 3 mois. Et au bout de 3 mois, soit vous dites, bon, je suis en bon chemin, je continue, je suis juste un petit peu plus lent, et encore une fois, c'est pas une course, vous êtes surtout en course contre vous-même, mais déjà, vous devriez avoir un premier avis, un peu avisé. Soit vraiment, c'est pas vraiment la stratégie qui me correspond, etc. À ce moment-là, vous pouvez tout à fait faire le choix d'arrêter, terminer, tchababa, et on passe à autre chose. Ok ? Il n'y a aucun mal là-dessus. Mais tout apprentissage de stratégie, pour ma part, doit être alloué à un minimum de 3 mois dans le temps, histoire de se laisser le temps de pouvoir avoir un avis avisé. Et à partir de là, que vous vouliez aller ailleurs parce que ça ne vous correspond pas, ça ne me pose vraiment aucun problème. Okay ? C'est juste, il me semble par contre que tous les gens qui ont l'aspect frivole de commencer à changer de stratégie tous les 3 matins parce que j'arrive jamais à trouver la confiance légitime, ou j'ai trop peur, ou j'arrive pas à attendre. Je dis, le problème, c'est souvent en plus que vous êtes une personne craintive ou que vous êtes une personne fondamentalement impatiente. Et là, en fait, le problème, c'est pas la stratégie. Le problème, c'est que vous luttez contre vous-même. Et dans ce cas-là, c'est plus dans la prise de conscience de ce problème et le travail de ce biais que vous avez de manière encore plus
professionnel, il va vraiment falloir travailler ce biais-là, plus que de dire, bon, c'est la stratégie qui marche pas, je me casse. Ok ? Ça, c'est hyper important. Voilà. Mais hormis ces cas de figure-là, la plupart d'entre vous, normalement, vous y arrivez très bien à vous faire un avis au bout de 3 mois et de commencer tout doucement à exposer un peu de capital entre 3 et 6 mois. Ici, l'idée, c'est pas d'arriver, hop, super, j'ai compris, je peux conduire la Lambo direct sur un circuit de course. Non, l'idée, c'est, ouais, je vais peut-être commencer, maintenant que j'ai passé mon permis B, je vais y aller tranquillou, je vais peut-être pas m'acheter un gros bolide tout de suite, et je vais commencer à m'exposer doucement. Parce que ici, il va s'ajouter à la prise de risque statistique, la prise de risque financier. Et là encore, vous allez voir que vos biais, ils vont ressortir. Quand vous exposez de l'argent, le biais d'impatience, il va revenir, même si vous l'aviez battu avant, et votre biais d'incertitude aussi. Quand vous allez réellement cliquer avec de l'argent, il va falloir ressentir les émotions qui vont avec. Ces émotions, vous allez devoir les gérer. Les gérer parce que, encore une fois, vous savez qu'elles reviennent toujours à ces 2 biais fondamentaux et que vous avez les outils pour les dépasser, pour ne pas céder au biais. Si vous prenez ce trade, est-ce que vous le prenez réellement pour la bonne raison ? Est-ce que les règles ont été respectées ? Si la réponse est oui, normalement, le biais d'incertitude, il disparaît assez vite, qu'il y ait de l'argent ou pas. Parce que vous avez déjà l'habitude d'avoir rationalisé ce sentiment et cette peur, et en fait, vous arrivez à le faire de façon consciente et logique. Et les règles ne vous appartiennent pas. Vous ne pouvez pas les tordre à votre bon vouloir. Si vous tordez les règles pour prendre absolument un trade, vous le savez. Objectivement. J'ai pas dit que vous le feriez pas, j'ai juste dit que vous pourrez derrière le démontrer de façon objective. Et c'est là que l'entraide est hyper importante. Si vous travaillez à plusieurs, ça veut dire que les autres voient vos erreurs. Plus vous êtes nombreux à partager et pratiquer vos trades ensemble, plus la probabilité que vous commettiez tous la même erreur se dilue. C'est pour ça que quand vous tradez avec de l'argent, en tout cas quand vous apprenez à trader avec de l'argent, je vous invite là, pas juste gentiment, je vous invite cordialement à vous regrouper en personnes de niveau similaire ou aller chercher des personnes de niveau supérieur prêtes à vous aider, mais de ne surtout pas rester seul. Parce qu'ici, le risque financier, il est réel, d'accord ? Mais il est démontrable. Si vous faites des erreurs sur la partie gestion du risque, sur la partie maîtrise de l'incertitude, une autre personne devrait être capable de voir vos erreurs et de non seulement vous empêcher de les faire, et en plus de profiter d'un appel pour apprendre. Et quant à l'impatience, c'est pareil. En fait, quand on a envie de trader parce qu'on s'ennuie, parce que ceci, parce que cela, ou parce qu'un gros mouvement vient de se produire et je l'ai raté, fear of missing out, tout ce que vous voulez sur les biais d'impatience, et là encore, si vous travaillez à plusieurs, ces erreurs-là, qui sont réelles et que vous continuerez de commettre dans les années, moi encore, je l'ai subi après des années et des années de pratique, le fait de diluer ce risque à plusieurs va clairement, encore une fois, jouer à long terme sur votre rendement financier. Puisque la stratégie marche, ça, c'est pas un problème. Il faudra que vous le démontriez pour vous-même, etc. Mais encore une fois, les erreurs pèsent dans la profitabilité globale de la stratégie à long terme. Vous en ferez, parce que la perfection n'est pas de ce monde. Et l'erreur zéro, viser l'erreur zéro, c'est de base se voiler la face. Par contre, tout faire pour réduire la marge de ces erreurs et leur impact financier sur le rendement global, ça, c'est hyper important. En fait, c'est en apprenant à prendre le moins de risques de commettre des erreurs que vous allez aussi en soi, indirectement, maintenir votre profitabilité. Ok ? Voilà le process. Évidemment, ce process, il est à répliquer sur l'apprentissage de la structure de tendance. Quand on maîtrise le range, qu'on expose du capital dans les ranges, etc., c'est le moment d'apprendre la tendance. Et pas dans l'autre sens. C'est pas j'apprends le range, je maîtrise, donc maintenant j'apprends les règles de tendance et j'exposerai du capital sur tout d'un coup. Non, j'apprends le range, c'est relativement facile. Je dis normalement, en moyenne, en 3 mois, vous savez déjà à peu près le faire de manière safe et vous pouvez commencer à exposer un peu de capital et démarrer l'apprentissage de la tendance, tout en continuant de solidifier par la pratique en temps et en argent réel de vos structures de range. Ok ? C'est ça le parcours. Le parcours ici, vous voyez que je viens de vous le démontrer, à aucun moment, en fait, ce parcours ne nécessite de tutorat. Ce parcours ne nécessite que je vienne vous donner des exemples de trades, etc. Non, vous avez juste à aller les chercher vous-même. C'est pas parce que moi je trade certains actifs que vous devez faire ça. C'est pas parce que moi je trade à l'achat sur tel actif que vous ne pouvez pas le faire à la vente. Il faut absolument que vous preniez cette forme d'autonomie, soit dans un petit groupe de personnes qui ont un niveau relativement proche du vôtre et que vous vous mettiez en commun pour diluer l'erreur. Là encore, le but n'est pas de supprimer l'erreur.
Vous allez faire des erreurs, mais d'être plusieurs à vous aider, entraider. Et évidemment, au moindre doute et à la moindre subjectivité, si même en groupe vous n'arrivez pas à obtenir une réponse ferme et formelle à une hésitation que vous pourriez avoir, eh bien allez dans le Discord. Il est fait pour ça. Pour demander à des gens qui ont plus d'expérience de venir estomper ces doutes. Ou même dans le cas ultime, de venir à moi. Si personne ne peut répondre à votre question, demandez-moi. Je me ferai un plaisir de vous expliquer ce qui est vrai, ce qui est faux dans la situation dans laquelle vous êtes. Ok ? C'est hyper important. C'est comme ça qu'il faut que vous progressiez. Ne soyez pas dépendant, soyez autonome, mais apprenez à demander de l'aide quand vous ramez. Ok ? Voilà le schéma. Et donc, comme on l'a dit, les briefs hebdo là-dedans, parce que je veux terminer là-dessus, ils sont là uniquement pour vous montrer des formes de pratique. Pour certains, ça va être une aide, pour d'autres, ça va clairement vous perdre dans tous les sens, parce que je vais parler de stratégies de tendance, des stratégies parfois même contre-tendance, d'arbitrage, bref, de stratégies qui donnent ici du grain à moudre pour les gens qui sont déjà formés à la base de la stratégie, et qui connaissent déjà depuis très longtemps tous ces ranges, etc., et qui viennent chercher des gestions du risque un petit peu plus pointues et professionnelles. Et en fait, la plupart du temps, les briefs s'adressent à ces gens-là. Si vous débutez sur l'apprentissage de la stratégie en autonomie, l'objectif, c'est pas de me copier, ni même d'apprendre à faire comme moi. L'objectif, c'est d'apprendre vous-même la stratégie que j'ai peut-être construite moi, mais que j'applique aujourd'hui à d'un bien autre niveau que celui que vous essayez d'apprendre. Donc les briefs hebdo, vous pouvez même tout à fait faire l'impasse en fait. Si vous essayez d'apprendre la stratégie, ça va même probablement vous gêner. Ça va devenir du bruit parce que vous allez être exposé à des niveaux de prise de risque avec ces mêmes indicateurs qui dépassent largement celui que vous devez, vous par contre, apprendre et pratiquer. Ok ? Donc moi je vous invite à la base à ne pas essayer de commencer à regarder les coureurs professionnels sur la piste alors que vous essayez de passer le permis B. Plus de vous dire, en soi, on est dans la salle de code, on est plusieurs, pourquoi on ne s'entraiderait pas déjà pour apprendre le code ? Une fois qu'on a passé le code et qu'on passe à la conduite, c'est de toute façon chacun pour sa gueule, mais on peut mettre les heures de conduite en commun. Et on peut conduire à plusieurs, on apprend en plus des erreurs des autres. C'est parfait. Ok ? Et en plus, ça réduit notre marge d'erreur. Et ça, c'est super. Et après, quand on conduit et qu'on a tous notre permis, qu'est-ce qui nous empêche de covoiturer pour réduire les frais ? Encore une fois, vous ferez des erreurs. Donc ici, venez réduire les frais en réduisant vos marges d'erreur. Il n'y a aucun mal à ça. Ça me paraît tout à fait logique. Ok ? Mais encore une fois, entre le passage du permis, le passage du code d'abord, le passage du permis, l'apprentissage de la conduite avec le A, etc., etc. Puis après, j'aime la conduite sportive et je veux faire du pilotage professionnel sur circuit à 350 km/h. Vous comprenez qu'il y a deux mondes. Mais c'est exactement la même chose dans le trading. Si vous voulez piloter à la fin une Ferrari, c'est peut-être fascinant de regarder quelqu'un qui le fait devant vous chaque semaine, mais en soi, il va falloir commencer d'abord par le code, puis le permis, puis le A, puis la pratique pendant pas mal d'années, puis après on commence éventuellement à essayer quelques virages un peu forcés dans un environnement sécurisé, etc. Il faut que vous ayez cette démarche. En fait, si vous prenez un gamin de 15 ans et que vous le foutez direct dans une Lambo, vous pensez sincèrement que ce mec-là, il va finir des tours de piste ou il va finir complètement pété dans les murs ? Bah oui, ça paraît logique, c'est exactement la même chose. Pour la plupart du temps, vous êtes jeune et inexpérimenté, avec tout un tas de biais cognitifs plus ou moins compatibles avec la gestion du risque et l'exposition financière des marchés. Donc il va falloir apprendre à grandir et à vous neutraliser. Après, on l'a dit, il y a de toute façon un processus d'apprentissage qui nécessite donc une maturité intellectuelle et émotionnelle, d'abord, qui nécessitera donc ça c'est un peu, je veux dire, on ne fait pas passer le permis à un gamin de 7 ans, ça n'a aucun sens. On attend d'abord que vous soyez mature pour pouvoir faire ça. En plus, on vous fait passer tout un tas d'examens théoriques préalables, ça c'est l'apprentissage de la stratégie, vérifier qu'on est capable de le faire et de le maîtriser. Après, on vous met au volant avec un pilote, enfin avec un conducteur qui est là pour maîtriser vos conneries, d'accord ? Donc vous, c'est l'expérience d'aller pratiquer en temps réel sans nécessairement exposer du pognon, puisque si jamais il y a un problème, il y a quelqu'un qui peut appuyer sur la pédale de frein, etc. Ensuite, on y va tout seul avec son petit A quand on a passé l'examen, etc., etc. Et on démarre tout de suite à vitesse réduite, on va pas directement comme un gogol sur un circuit de course à 300 km/h. Ok ? On fait pas du trading reverse et autres trucs du genre dès qu'on apprend.
Par contre, comme je vous l'ai dit, moi le problème c'est que c'est mon métier d'être pilote de course. Je peux vous former au permis aussi, il n'y a pas de souci. Mais moi, ce que je vous fais dans les briefs, etc., c'est que j'apprends à des gens qui pilotent déjà depuis pas mal d'années, pour certains, avec cette même stratégie d'apprentissage, et j'essaie de leur donner des raisons, j'essaie de leur donner des idées pour continuer à progresser dans l'apprentissage. Mais vous, il ne faut pas que vous soyez fasciné par ces choses-là au début. Ok ? Donc j'entends pour vous qu'il est essentiel de revenir à la base de la structure de formation, savoir où vous en êtes, où vous allez, et à savoir regarder le contenu qui vous va et ne pas regarder le contenu qui vous va pas. Si vous êtes curieux et que vous voulez quand même regarder les briefs hebdo, etc., soit, mais par contre ne les mélangez pas avec votre processus applicatif. Ok ? Soyez acteur et surtout, en fait, soyez rationnel. D'accord ? Ne passez pas ce temps encore que la plupart d'entre vous passent à papoter dans les canaux. En fait, on s'en fout. La seule chose dont vous devez vraiment papoter, c'est des choses que vous avez éventuellement pas compris ou mal comprises ou qui vous semblent trop subjectives et sur lesquelles vous voulez une clarification. Ça, c'est de la bonne discussion. Parce que de toute façon, à la fin de cette discussion, il y a forcément quelque chose de positif qui en ressort. Parce que quoi qu'il en soit, les règles, elles ne sont pas subjectives. Si vous les percevez comme telles, c'est qu'il y a des choses à apprendre. Ce sera forcément positif derrière, parce qu'il y aura forcément eu un tranchage entre vrai ou faux à la fin. Ok ? Et si on ne peut pas trancher de manière formelle, c'est qu'il faut fuir. D'accord ? C'est tout simplement que l'environnement dans lequel vous êtes, il est probablement beaucoup trop compliqué pour que vous puissiez y toucher. Ok ? Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, donc la structure d'application, etc. Je termine très vite pour vous donner un exemple de cas pratique, d'accord ? Puisque c'est là que, par exemple, vous pouvez éventuellement utiliser les briefs hebdo dans votre guide de progression. C'est typiquement, je vais vous faire maintenant, je dis, un brief hebdomadaire partie purement technique, sur laquelle je sélectionne entre guillemets des actifs, pour des raisons que j'explique dans les autres briefs hebdo plutôt fondamentaux, et que vous pouvez tout à fait ne pas prendre en compte. Et par là, ça vous donne au moins déjà des actifs qui vont trader. Ok ? Je vous disais par exemple cette semaine qu'a priori, on allait pouvoir trader l'or et le pétrole, l'or plutôt sur des ventes et le pétrole aussi, de toute façon, dans le but de trader cet arbitrage. Et je vous ai dit, a priori, ce qu'on vient chercher, c'est donc des renversements dans des UT supérieurs. À savoir, donc ici, normalement, pour moi, on a fait des renversements hebdomadaires, donc on est sur les suivis. Là, encore une fois, je peux vous parler en chinois si vous êtes au début. Ceux qui font de la tendance connaissent ces trucs-là. Ils savent qu'ici, on va probablement créer des flux directionnels haussiers. Donc, a priori, tous les signaux 4 heures peuvent être achetés dans des signaux de type suivi de tendance. Oh ben tiens, qu'est-ce qu'on a ? Voilà, donc cette semaine, par exemple, ceux qui tradent le ratio WTI Gold savent qu'on est forcément maintenant à l'achat de ce ratio. D'accord ? Ça veut dire que au mieux, on a les deux pattes, la patte vendeuse sur l'or, la patte acheteuse sur le pétrole, mais en tout cas, il va falloir clairement se bouger le cul d'avoir les deux si vous les avez pas. Cette semaine, on avait dit de toute façon que, normalement, on a déjà la patte achat US Oil, on devait acheter la patte vendeuse sur le gold cette semaine, sur les mêmes signaux 4 heures, et comme par hasard, on a eu les signaux 4 heures cette semaine. Mais ce que ça vous dit, c'est donc, si vous voulez pas trader en 4 heures, rappelez-vous toujours qu'on ne trade jamais deux time frames l'un à côté de l'autre. Donc si les trades de cette semaine sont en 4 heures, ça veut dire que vous pouvez trader le gold en 15 minutes sans trop de soucis. Ça marche aussi évidemment sur le pétrole. Vous voyez que là, par exemple, si vous faites votre travail de contexte, vous ne pouvez pas trader tant que la moyenne n'est pas à l'intérieur des contextes. D'accord ? Donc je ne veux pas vous voir trader ces signaux de range quand on est encore en tendance. Vous attendez, hop, vous voyez que ce signal-là, ce sont les signaux que vous pouviez trader si vous vouliez vendre le gold. Je vous rappelle que cette semaine, c'était l'objectif, de plutôt favoriser les ventes sur le gold. Après, c'était pas non plus, on vend comme des débiles. Mais vous saviez, donc ici, range tendanciel égale normalement, l'objectif, c'est de rejoindre le point bas précédent et de le casser. Bon, qu'est-ce qu'on a fait ? On a rejoint le point bas précédent et on l'a cassé. Bon, vous aviez un petit signal d'achat de bas de range ici, on a dit... Si vous vouliez acheter le gold, vous auriez pu tenter celui-là. A priori, vous êtes passé pas très loin du stop loss, si vous voulez pas fait manger, tout simplement. Mais encore une fois, ici, moi je pense qu'il n'y avait pas de stratégie acheteuse. Je vous ai clairement donné un biais vendeur cette semaine. Bon, vous voyez que le biais vendeur, elle a bien fonctionné, du coup on ne cherche pas de trade acheteur. J'ai dit qu'on cherchait des ranges, vous avez les signaux de range, bref. Ouais. Comment on passe du contexte au trade, etc. Là encore, la personne qui me dirait « Ouais, mais alors du coup, j'ai pas... » ouais, mais non, en fait. Encore une fois, le seul signal ici qui a de la valeur, c'est celui-là. Voilà. Maintenant, si vous aviez un biais acheteur sur le gold, face à une tendance, d'accord ? On l'a dit, sur ce biais-là, l'intérêt, c'est plutôt, effectivement, d'aller chercher des signaux de continuation de cette tendance. Dans ce cas-là, c'est plutôt là que vous auriez pris éventuellement vos stratégies acheteuses. Ok ? Alors celui-là, clairement, on expliquera plus tard pourquoi il n'est pas du tout à prendre. Celui-là, vous auriez très bien pu le prendre.
Si vous voulez acheter le gold, ça, clairement, il fallait le prendre. Ça, pas du tout. On n'achète pas un bad range. C'est pas un bad range ici. C'est là que vous auriez pris vos achats sur l'or. Voilà, vous aviez 2 signaux qui ont tous fonctionné. Donc, vous voyez que peu importe le biais que vous prenez, moi, je vous avais distillé, le biais vendeur qui a très bien fonctionné. Mais vous voyez que même avec un biais acheteur, ici, par contre, ça nécessitait de maîtriser les stratégies de tendance. Là, vous aviez les suivis de tendance. Là, vous avez les signaux de poursuite de la tendance, enfin de reprise. Maintenant, si le gold doit reprendre cette tendance, il va clairement payer sur ces 2 signaux. Si le gold doit effectivement baisser, comme on l'a vu en 4 heures, et ben a priori, ces signaux, on va finir par les traverser. Voilà. Allez, sur ces belles paroles, vous voyez, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Si vous êtes débutant, petit à petit, vous apprendrez à maîtriser de manière non subjective tout ce que je viens de faire là. C'est à la portée de n'importe quelle personne normalement constituée. Par contre, comme on l'a dit, ça c'est bien au-delà de votre passage de code, c'est bien au-delà de votre examen de permis, c'est bien au-delà de votre première ou de vos premières années de pratique. Concrètement, ici, après, savoir trier et trader différents environnements, ça nécessite de maîtriser le range, la tendance, de savoir comment on bascule de l'un à l'autre, comment on s'imbrique les uns dans les autres, etc. Tout ça, on l'apprend derrière dans les structures de tendance et autres. Voilà, sur ces belles paroles, donc, j'aimerais vous rappeler la nécessaire patience dans votre apprentissage, la tolérance à l'erreur aussi, parce que si vous pensez que vous n'allez pas commettre d'erreur malgré le fait que tout est agencé de manière à les minimiser, ça ne veut pas dire que vous n'en ferez pas. Soyez humble avec vous-même, c'est nécessaire. Et comprenez ici que la meilleure des réponses face à ce risque, c'est l'entraide. Donc moi, je vous invite surtout à profiter de l'entraide qu'il peut y avoir sur ce Discord pour le mettre à profit au lieu de papoter infiniment dans des canaux qui n'ont pas la moindre importance et qui n'ont absolument aucun effet positif sur votre réel besoin qui est de progresser. Voilà. Petit rappel à l'ordre de début d'année, je ne ferai donc pas d'émission intraday pour venir vous nourrir en 15 minutes. Cet apprentissage-là, pour ma part, il est du ressort soit de la pratique individuelle, soit de la pratique collective par petits groupes, mais par contre, c'est à vous de le faire. Ok, là pour moi, aller sur l'UT 15 minutes et vous dire ce qu'il faut trader, pas trader, ça s'apparente plus à du copy trading qu'à du mentorat. Voilà. Moi, je suis votre mentor au mieux, mais je veux clairement pas être votre tuteur. Voilà. Donc, il faut que ce soit clair. C'est pas que je le fais pas parce que ça marche pas à court terme ou Dieu sait quelle connerie je peux lire de temps en temps. Ça, si vous êtes persuadé de ça, c'est que vous avez a priori raté toutes les étapes préliminaires avant d'en arriver là. Donc, revenez à la base, revenez en arrière si nécessaire pour reprendre les choses dans l'ordre comme on l'a énoncé aujourd'hui, parce que vous devriez être sans problème capable de faire ces choses-là par vous-même. Et apprendre à vous nourrir, c'est 100 fois mieux que d'avoir un mec qui pêche à votre place et qui vous explique avec de beaux mots comment faire. D'accord ? Donc, apprenez à vous nourrir vous-même, apprenez à être patient, indulgent et humble envers la difficulté de cet exercice et le temps réel que ça demande. On a dit c'est minimum 3 mois avant de mettre le moindre euro, et puis vous allez mettre le moindre euro dans des ranges, c'est-à-dire c'est pas excitant, c'est pas sexy, mais c'est par ça qu'on commence. Voilà. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée. J'espère que ce rappel à l'ordre fera du bien à certaines personnes et remettront d'autres dans le bon sens des choses. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2026-7, enfin saison 2026-7. Nos gamins, si vous en avez, sont en train de rentrer à l'école. Et c'est le bon moment aussi pour se rappeler que si vous apprenez un nouveau métier, vous aussi, vous allez sur le banc de l'école. Vous aussi, vous avez besoin d'un professeur. Mais entre un professeur et quelqu'un qui fait tout à votre place, il y a 2 mondes. Moi, je veux être votre professeur. Je veux clairement pas être la personne qui vous prend par la main et qui fait tout à votre place. Voilà.